Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture pour notre émission « Quelles ambitions pour la PAC 2020 ?» Durabilité encouragée plutôt qu'encadrée, ce sera le thème de notre débat ce soir. Et pour justement en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Guillou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Agrignum. Agrignum en une phrase. C'est un établissement public coopératif entre 14 écoles et universités agronomiques, vétérinaires, forestières, etc. sur l'eau, le paysage et les établissements de recherche dans ce domaine. Donc c'est l'ensemble enseignement supérieur, recherche dans le domaine. Merci. À vos côtés, Christiane Lambert, président de la FNSEA. On ne présente plus. Bonjour. Bonjour. Alors, à ma droite, Pascal Vinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de COP de France. Absolument. Et juste à vos côtés, Umberto Delgado Rosa, vous êtes directeur à la DG Environnement au sein de la Commission européenne. Bonsoir. Bonsoir, c'est exactement ça. Alors, juste à mes côtés, Yves Madre, donc expert de Farm Europe, c'est un think tank. Vous allez poser les enjeux de ce débat. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, quand on parle ressources naturelles, finalement, trois éléments viennent spontanément à l'esprit. Le premier, c'est que les agriculteurs sont les acteurs principaux de la gestion des ressources naturelles dans l'Union européenne. C'est tout bêtement, ils exploitent, ils entretiennent, ils mettent en valeur plus de 50% du territoire européen. Le deuxième point, et peut-être le plus important, c'est que finalement, les ressources naturelles, c'est l'outil de travail des agriculteurs pour produire quoi? Pour produire notre alimentation, ce qu'on demande en tant que citoyen, en tant que consommateur. Et non seulement l'alimentation, mais aussi les biens renouvelables qu'on recherche. La bioénergie, le textile, la chimie verte, tout cela, c'est lié. Et puis, il y a un élément important qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que l'objectif de diminuer l'empreinte environnementale est un objectif recherché, partagé, qui n'est pas nouveau. Et le secteur agricole, pour le coup, est un des secteurs en pointe en la matière quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 2 dernières décennies. Alors, est-ce que nous en sommes à la fin du chemin? Non, clairement non. On est au contraire, je pense, à un tournant. Pourquoi un tournant? Alors, déjà parce qu'il y a un niveau de formation au niveau des agriculteurs qui est beaucoup plus important, qu'il y a des connaissances techniques en ce qui concerne les itinéraires techniques agricoles qui changent de façon exceptionnelle ces années-ci, agriculture de précision, agriculture digitale, et que la science entre dans les exploitations agricoles, et que ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est. La génétique, le boom est en plein, et je ne suis pas en train de parler d'OGM ou autre, non, réellement, c'est aujourd'hui. Et de fait, ce tournant, qu'est-ce que c'est? Un tournant majeur. Jusqu'à maintenant, l'agriculteur n'avait pas le choix. Il était un exploitant des ressources naturelles, au mieux de ce qu'il pouvait, par rapport à ce que la société lui demandait. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il peut devenir? Qu'est-ce qu'il va être? Eh bien, il va être un acteur des écosystèmes. Acteur des écosystèmes pour pouvoir plus, produire plus. Alors, on entend souvent le produire plus avec moins. Je dirais que ça va au-delà. C'est produire plus en étant un bâtisseur d'environnement. Et c'était une véritable révolution qu'on vit. C'est pratiquement aussi fort que le fait qu'un jour, la charrue est arrivée, a permis aux sociétés de se créer, au peuple de se sédentariser, si j'osais aller jusque-là. Alors, cette transition, elle est recherchée dans les politiques publiques depuis les années 90. On a vu des mesures se mettre en place au fur et à mesure, jusqu'aujourd'hui, où 30% aujourd'hui de la politique agricole commune est ciblée pour des actions en faveur de l'environnement gérées par les agriculteurs. Mais aussi, on doit constater qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté partagée par tous, par le monde agricole, par la société, d'aller plus loin, de passer un cap. Et ce cap, c'est quoi l'enjeu de ce cap? C'est est-ce qu'on va arriver à concilier performance environnementale et performance économique? Les deux en même temps, pas l'un sans l'autre, pas l'autre sans l'un. Et c'est réellement, il me semble, l'enjeu aujourd'hui. Et comment la PAC, comment les politiques publiques peuvent créer quelque chose en la matière, agir. Eh bien, il me semble qu'il y a quelques éléments à avoir en tête. D'abord, ces politiques publiques, les pouvoirs publics doivent intégrer les progrès techniques. Premier élément.
Deuxième élément, c'est que la transition, elle ne se fait pas comme ça en un jour et que le monde agricole doit être aidé, doit être conforté, encouragé vers la transition. Et puis, dernier point, c'est qu'une politique agricole, elle doit s'adresser à 100% des territoires européens. Elle doit s'adresser à 100% des agriculteurs en leur disant quel est le résultat qu'on attend d'eux. Qu'est-ce qu'on recherche de chaque agriculteur au niveau de l'Union européenne et que ça se bâtit avec un cadre réglementaire commun, avec un référentiel de base qui est clair pour tous par rapport à ce qu'on attend des agriculteurs. Mais ce référentiel commun, il ne doit pas être exempt de flexibilité. Est-ce qu'on a la capacité, est-ce qu'on a l'imagination, le courage, je dirais quelque part, de mettre un cadre qui laisse l'espace d'initiative aux agriculteurs pour finalement, sur leur exploitation, faire ce qui est le plus pertinent dans le respect et pour atteindre ce référentiel européen. Yves Madre, merci beaucoup, on l'applaudit parce qu'il a fait plus que poser les enjeux. Bravo, merci beaucoup. Alors, Christiane Lambert, première question. Les agriculteurs n'ont pas attendu la PAC 2020 pour faire des efforts en matière d'environnement. Savez-vous les qualifier et voir aussi le chemin qui reste à parcourir en matière d'environnement? Ce qui est très important à souligner, c'est que les agriculteurs sont passés d'une phase d'opposition à une phase d'appropriation des problématiques environnementales. Au début, quand la PAC a commencé à intégrer le développement durable et des obligations de respect d'un certain nombre de directives, ça a été vécu comme une contrainte nouvelle par les agriculteurs, ça a été subi parce que c'est une injonction descendante. Vous devez faire tout ça. En plus de, quand même, je le répète, et je le dis aussi pour M. Madre, produire des biens alimentaires, du lait, du blé, des cochons, bref, etc. Conjuguer la production de biens et la production d'environnement, en quelque sorte, est quelque chose que les agriculteurs ont peu à peu apprivoisé et appris à faire. Dire aussi que les agriculteurs ont beaucoup changé parce qu'ils se sont formés à ces problématiques-là. Parfois, ils ont du mal à comprendre la juxtaposition de directives ou d'obligations, pas toujours cohérentes entre elles. Et c'est plutôt la façon de respecter l'environnement que le respect proprement dit qui est perçu comme une contrainte. On a vu aussi des contraintes devenir des leviers de changement. Lorsque les agriculteurs ont eu l'obligation de se former pour l'usage des produits phytosanitaires avec le Certiphyto, 350 000 agriculteurs l'ont fait en 4 ans, c'est une vraie performance. La moitié d'entre eux redemandent des formations dans ces domaines. Donc on voit aussi que le fait d'intégrer cette multi-performance change aussi la façon de travailler des agriculteurs. Un point important dans ce qui a été dit par M. Madre également, c'est que longtemps nous avons été soumis à des obligations de moyens. Vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire, de façon assez directive. Ce n'est pas un jeu de mots. Aujourd'hui et de plus en plus, les agriculteurs voudraient être soumis à des obligations de résultats avec une latitude et une initiative possible en exploitation pour atteindre ce même résultat. Donc on a vraiment changé. Nous assumons cette responsabilité écologique étant présent sur 56% du territoire. Nous disons aussi que grâce aux vaches, nous avons des prairies, nous captons du carbone. Nous savons bonifier et dire positivement tout ce que l'agriculture apporte à la problématique environnementale, le pouvoir épurateur des sols, la capture carbone, la production de biomasse, les énergies renouvelables. Donc on est passé vraiment d'une période où c'était mal perçu à une approche aujourd'hui où nous l'intégrons. Là où c'est plus compliqué, c'est quand la conjoncture n'est pas au rendez-vous et que les revenus sont pas bons. Là, c'est vécu à nouveau comme une contrainte par les agriculteurs. On aura l'occasion d'en reparler. Humberto Delgado Rosa, pour vous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Produire et protéger l'environnement, c'est toujours compatible. Ce n'est pas seulement compatible, c'est indispensable. Et je crois qu'il y a 3 points de vue pour le démontrer. Un, c'est que si on produit aujourd'hui sans protéger l'environnement, on ne produira pas dans le futur. Si on pense à la dégradation des sols ou à la perte des pollinisateurs qui ont une contribution directe pour la production. D'autre part, parce qu'il y a l'opinion publique. Qu'est-ce que veut la plupart des Européens dans leur plat? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent des produits de quantité et des prix bas, plutôt de labos et de nouvelles molécules, de nouvelles techniques complexes, ou ils demandent de la santé qu'ils associent à la nature, quoi que ça veut dire. Et c'est pour ça que la société actuelle n'accepterait pas une agriculture qui continuerait à faire des dégâts dans l'environnement. Et en plus, il y a des alternatives démontrées.
on connaît bien le bio comme un exemple, mais il y a toute une diversité de pratiques agroécologiques, comme par exemple l'agriculture de conservation ou l'agroforesterie, qui maintient la production, réduit les coûts et est bonne pour l'environnement. La PAC a déjà du soutien à ces types d'agriculture, mais là je suis d'accord avec le président Macron qu'il faut faire davantage. Il faut vraiment aligner complètement la nouvelle PAC avec une transition vers la durabilité, l'aligner pleinement les résultats environnementaux et climatiques qu'elle doit donner avec les résultats et les targets de notre politique et de notre réglementation européenne, et ça pourra se faire dans un cadre davantage de flexibilité pour les États membres et pour les agriculteurs. Marion Guillou, quand vous étiez à la tête, à la présidence de l'INRA, vous avez promu justement cette double performance. Aujourd'hui, on est dans une situation économique beaucoup plus tendue. Christiane Lambert en parlait. Est-ce toujours possible de faire la même promotion de cette double performance? Alors oui, je le pense bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui le pratiquent. Et souvent, les modèles autonomes, plus autonomes en alimentation et en intrants, s'en sont mieux sortis économiquement que les autres au moment des passes très difficiles. Et on est encore dans un moment assez difficile. Donc oui, je pense que, et ça a été prouvé sur des exemples, de multiples exemples en France et à l'étranger, la double performance économique et écologique, elle est pour tous les types d'agriculture. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux petits, ou réservé aux gros, ou réservé au sud, ou réservé au nord. On a des exemples de choses qui marchent pour tous les types d'agriculture. Et il faut le dire parce que quelquefois, on assimile ça au modèle d'Amérique du Sud, vous savez, la petite paysannerie. Non, je crois qu'on a cité l'autre jour une ferme de 5000 hectares qui pratiquait l'agroécologie. Les connaissances techniques, ça avait été une des premières objections qui étaient faites, c'est qu'on n'avait pas les connaissances techniques disponibles. Elles sont disponibles, ça bouge tout le temps, hein, c'est-à-dire c'est alimenté en permanence par des groupes d'agriculteurs, par la recherche, par les fournisseurs, enfin, ça bouge tout le temps, mais les corpus techniques existent maintenant qui peuvent être proposés pour la plupart des systèmes. Le vrai problème, c'est la transition. C'est-à-dire vous ne passez pas d'un système que vous connaissez par cœur à un système que vous n'avez pas pratiqué sans prendre un risque. Et un risque, spontanément, il y en a un certain nombre d'agriculteurs qui le prennent spontanément parce qu'ils sont plus aventuriers que les autres, plus innovateurs que les autres. Mais si on veut que ce soit un changement de masse, il est clair qu'il faut aider ce mouvement. Il faut aider à cette transition, à la fois par des aides financières, peut-être par des systèmes type assurantiel. La coopérative Terrena a mis en place, Pascal, un système qui prend 50% des risques que l'agriculteur prend en changeant de système. Bon, on a un tas de moyens d'accompagner l'agriculteur, la formation, le conseil technique adapté. Donc il faut aider à cette transition par différents moyens. On ne peut pas dire comme ça, il n'y a qu'un faucon. C'est certain que ça ne marchera pas. Et ensuite, il faut atteindre un régime stable, c'est-à-dire qu'il faut que ces modèles économiques et écologiques soient rentables pour l'agriculteur, parce qu'un agriculteur qui ne gagne pas sa vie, ça ne marche pas dans n'importe quel système, d'où l'idée du juste prix, d'où l'idée des démarches de filière. Et je mets sur la table une idée autour de laquelle on tourne depuis pas mal d'années, n'est-ce pas Christiane? C'est la valorisation auprès du consommateur. Quand j'ai fait mon rapport en 2013, les distributeurs me disaient que les consommateurs n'étaient pas prêts à payer un étiquetage produit de l'agroécologie. Et bien, cette année, lors des États généraux de l'alimentation, les mêmes distributeurs m'ont dit maintenant, il y a une partie des consommateurs qui est prête à payer pour agroécologie. Parce qu'on ne pourra pas mettre du bio partout. D'abord, ça voudrait dire que les prix baissent. Donc, économiquement, ça ne marcherait pas. Le bio, ça marche si c'est payé plus cher que le produit concurrent, disons. Conventionnel. Voilà, conventionnel. Par contre, un niveau intermédiaire agroécologie, ça peut marcher. Alors, est-ce que c'est la haute valeur environnementale numéro 3? Enfin, après, il faut choisir quel est le niveau qui paraît celui qui répond à la demande des citoyens consommateurs. Mais il faut obtenir en régime stable un système qui marche économiquement et avec sans doute une partie de rémunération quand il s'agit de capter le carbone dans les sols contre le changement climatique, donc une partie de rémunération de biens publics d'une manière ou d'une autre, et puis une partie de rémunération par le marché et parce que le produit répondra à une attente du marché. Pascal Vinet, vous représentez ici la coopération agricole de façon très concrète. Comment les coopératives, justement, accompagnent les agriculteurs dans cette double performance?
Les coopératives, elles sont comme ce qui vient d'être dit, dans le mouvement, et elles accompagnent des agriculteurs qui finalement aujourd'hui ont bien compris et commencent à disposer des outils qui leur permettent de faire ces transitions. Nous, l'avantage de la coopération, si j'ose dire, c'est que du fait que c'est collectif, ça permet d'avoir des impacts sur le territoire qui sont évidemment beaucoup plus massifs. Lorsque vous avez des coopératives qui se mobilisent sur la biodiversité, par exemple, eh bien, vous avez des effets de territoire qui sont tout de suite beaucoup plus importants que lorsque ce sont des initiatives individuelles. Mais moi, je voudrais revenir sur un ou deux points qui ont été indiqués. C'est qu'il ne faut pas confondre transition et rupture. On le voit, il y a des tentations à vouloir faire des transitions tellement rapides qu'elles vont se transformer en rupture. Et là, c'est vraiment, ça serait grave de laisser les agriculteurs tout seuls au milieu du gué face à des impossibilités en matière notamment de réponse à des questions qui les taraudent depuis des siècles, qui est notamment la sécurité de la production ou les enjeux de pénibilité qu'ils peuvent avoir dans leur métier. Et puis, nous pensons qu'effectivement, à ce stade, d'ailleurs, les outils assurantiels peuvent être intéressants à mobiliser. On a cité Terrena, il y a d'autres coopératives qui accompagnent la transition de leurs agriculteurs en les sécurisant, si j'ose dire, dans cette mise en place, et en les accompagnant notamment par le conseil, qui est extrêmement important dans ces phases de transition. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut contester que nous sommes dans des transitions fortes. La question, c'est aussi, et il faut le dire aux consommateurs, il y a beaucoup de consommateurs ici au Salon de l'Agriculture, il faut leur dire que ça se traduira sans doute par une petite évolution du prix d'achat, sans doute très modeste, mais on ne peut pas d'un côté demander des efforts et de l'autre ne pas mettre en face des moyens, d'autant plus que la politique agricole commune devrait voir sans doute un petit peu ses moyens baisser. Donc il faudra bien que quelque part ces efforts soient rémunérés. Et l'agriculture ne peut pas être uniquement la compensation de dépenses supplémentaires dans le numérique ou dans la téléphonie. Christiane Lambert, est-ce que vous redoutez plus de verdissement dans la nouvelle PAC ? Tout ce que l'on voit aujourd'hui poindre et les grands enjeux portent effectivement sur des problématiques environnementales plus importantes, la protection des sols, la protection de l'air. Le changement climatique est certainement l'enjeu à mettre au-dessus de tous les autres. L'accord de Paris a été signé. Mais pour l'agriculture, c'est peut-être une chance. Pourquoi ? Parce que le secteur agricole, plus que d'autres, a des possibilités que d'autres n'ont pas pour répondre au changement climatique. Les sols agricoles sont capables de capter du carbone. Votre plancher, non. Le bitume dehors, non. Donc ce sont des spécificités vertes pour l'agriculture qui sont positives. La production de biomasse permet de produire du carburant. La production de haies permet de préserver des équilibres pédoclimatiques. Nous avons identifié une capacité, en faisant évoluer les modèles laitiers et les modèles bœufs, à compenser les émissions de méthane parce que les systèmes fourragers et d'élevage peuvent capter davantage, ainsi que les modes d'alimentation des animaux. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont plutôt en pointe pour dire optimisons au maximum la photosynthèse, intensifions la photosynthèse qui nous donne des possibilités de lutte contre le changement climatique. Et M. Hogan, rencontré récemment, disait, lorsque je rencontre les ONG, les associations environnementales qui me disent il faut faire, il faut faire, il faut faire, je leur réponds, mais qui va faire ? Ce sont les agriculteurs qui vont faire, ce qui justifie pleinement que le budget de la politique agricole commune, qui fait très souvent l'objet de commentaires, de jalousie, à qui il est dit « mais ce budget coûte trop cher », eh bien, il a de multiples missions. D'abord, quand même, rappelons-le, la sécurité alimentaire, parce que nous sommes des producteurs d'aliments, et il n'est pas encore prouvé qu'il n'y aura pas demain de manque d'alimentation. Au contraire, tout le monde dit qu'il faut produire plus et mieux avec moins d'impact. Donc, juste à côté de la sécurité alimentaire, vient la lutte contre le changement climatique avec les multiples contributions de l'agriculture. Certaines contributions trouveront une rémunération par l'achat des consommateurs, encore faut-il leur dire. Et je me réjouis de voir que la semaine dernière, Marion Guillot, vous l'avez noté aussi, plusieurs filières ont créé une association de promotion de la certification environnementale HVE, haute valeur environnementale, la filière pomme de terre, la filière viticole, la filière arboricole et la filière horticole qui veulent étiqueter sur leurs produits haute valeur environnementale. Je remplis un cahier des charges, je rends des services et ce petit label posé sur les produits sera aussi le lien entre le producteur et les consommateurs en attente
puisqu'ils le disent aujourd'hui. On voit le succès du bio. À côté de l'agriculture biologique, il y a place pour d'autres modèles respectueux de l'environnement, mais c'est à nous de les promouvoir. Par contre, vraiment par contre, s'il doit y avoir plus de réponses à ces enjeux, ça ne doit pas se traduire par une complexité supplémentaire. On a quand même touché le max du max avec la complexité qui encadre la taille des haies, la largeur des haies, les essences, l'ombre ou pas l'ombre, les prairies avec telles espèces, les sipans avec telles espèces. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire plus compliqué. La France a la palme d'or, toute catégorie de la complexité sur la mise en œuvre du verdissement et de la conditionnalité. Ce à quoi aspirent les agriculteurs, c'est de la simplicité, de la simplification et de la reconnaissance de cette capacité que nous avons à remplir ces services environnementaux. Merci. Umberto Delgado Rosa, vous le savez, selon les pays, il y a des perceptions environnementales qui sont différentes. Et cela se traduit souvent par des hétérogénéités de concurrence, enfin un différentiel de concurrence. Est-ce que vous avez des solutions pour éviter cela ? Oui, je crois que les solutions sont dans le terrain parce que vous avez raison, les sensibilités, les façons d'intervenir peuvent varier, mais nous sommes très habitués à ce qu'on appelle la subsidiarité, que c'est nous avons les mêmes objectifs, la façon d'y atteindre, ça peut dépendre des États membres. Mais avoir les mêmes objectifs, c'est à mon avis une façon très nette d'assurer une saine concurrence. Si chaque État membre pourrait établir ses propres objectifs, ça ne marcherait pas. Et c'est pour ça, dans la nouvelle PAC, ce qu'on envisage, c'est faire les objectifs environnementaux de notre législation climatique, environnementale, pour l'air, le sol, la biodiversité et l'eau et le climat, tout à fait alignée et cohérente avec les résultats qu'on va exiger aux États membres comme résultat de la PAC en termes d'environnement. Ça assurera aussi quelque chose que je trouve très important, que c'est que les ministères d'environnement, en collaboration avec les ministères d'agriculture, soient vraiment impliqués aussi. Ça ne se passe pas vraiment de cette façon dans tous les pays au moins. Et je crois que c'est ça que nous exige en effet notre société et c'est ce qu'on veut aboutir avec la nouvelle PAC. Il pourra y avoir des changements, par exemple la réorientation des aides qui est très critiquée, que 20% des agriculteurs reçoivent 80% des aides. Là, il pourra y avoir des changements et ça pourra même aider à la concurrence. Mais du côté environnement-climat, avec cette hausse d'ambition pour la transition dont on vient de parler, je crois qu'au contraire, on aura une concurrence plus saine. Marion Guillou, quand on entend Umberto parler de plus de flexibilité, plus de subsidiarité, pour vous, c'est un point positif ? Certainement, ce qui est positif, c'est de simplifier. Je crois qu'il y a une des idées qui est derrière les objectifs fixés et choisissez vos moyens, c'est justement d'éviter de donner la taille de la haie, la liste des espèces. Donc ça, c'est positif. Évidemment, il faut toujours faire attention. Il y a toujours, il y a toujours un loup quelque part. Et notamment, une des réussites de l'Europe, c'est le marché unique. Donc il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire dans l'acceptation des mesures présentées par les pays, puisque la Commission se réserverait le droit de regarder les listes d'aides mises en place par les pays. Moi, je vous exhorte de garder cette valeur ajoutée commune, précieuse, qui a été créée depuis la création de l'Europe. C'est ce marché unique. Je veux dire, les opérateurs en sont bien conscients. Donc oui pour la flexibilité, oui pour l'obligation de résultats plutôt que l'obligation de moyens, parce qu'au moins ça tient compte du savoir-faire des gens qui font, et donc ils vont adapter. Et ça supposera beaucoup de science, parce que ça supposera d'avoir des indicateurs, ça supposera d'avoir des capteurs pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Donc je crois qu'il faut être conscient du fait que c'est quelque chose à faire, il faut être plus incitatif, moins directif sur le détail, mais ça suppose en parallèle de faire attention au marché unique et de développer les capteurs et les indicateurs qui permettront cette évolution, à mon avis, vertueuse. Les capteurs, c'est les nouvelles technologies, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui les coopératives aident leurs adhérents justement à adopter ces innovations ? Oui, absolument. On a des structures alors, de toute taille d'ailleurs qui développent des activités alternatives, que ce soit évidemment dans les pratiques agricoles, dans l'utilisation des intrants. On a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Je souhaite vraiment réinsister sur le fait, ça a déjà été fait, mais je pense qu'il faut le redire, que l'on peut avoir une agriculture et une alimentation de qualité, de proximité, et une agriculture tournée vers les nouvelles technologies. Technologie et qualité de l'alimentation ne sont pas incompatibles.
On craint un petit peu dans notre société qui finalement met en avant la technologie pour le spatial, pour la téléphonie, pour l'automobile, qu'elle ne réserve à l'agriculture que des méthodes du temps passé, qui rassurent peut-être les consommateurs, mais qui ne sont pas évidemment adaptées à notre temps et aux enjeux de l'agriculture, parce que nous sommes sur un marché unique, nous avons des compétiteurs, et aujourd'hui, il faut quand même noter une chose importante, c'est que nos grands partenaires internationaux, ils font de moins en moins des produits de base, ils font de plus en plus des produits de qualité, des produits de plus en plus exigeants, et que la compétition pour le consommateur dans son panier d'achat, eh bien, elle est forte, notamment sur les prix, par rapport à des produits de qualité. Donc si on veut des produits de qualité en France, si on veut pouvoir accompagner alimentation et environnement et développement social, eh bien, il faut qu'on puisse permettre aux agriculteurs d'accéder à un certain nombre de technologies, qu'on leur permette effectivement de simplifier l'environnement dans lequel ils travaillent, et puis surtout qu'on ait un regard économique qui soit un regard économique réaliste. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, et nous ne sommes pas dans une cloche dans laquelle l'agriculture française pourrait vivre seule, indépendamment du reste du monde. La compétition, elle est aussi chez nous. Christiane Lambert, nous arrivons au terme de cette émission. En tant qu'agricultrice, qu'est-ce que vous attendez en conclusion pour la PAC 2020 ? Du bon sens, j'attends du bon sens. Au début, la conditionnalité, c'était un petit peu la voiture balai. Parce qu'il fallait faire évoluer tout le monde, que tous les agriculteurs s'imprègnent totalement de ces réglementations qui parfois avaient été un petit peu délaissées. Monsieur l'a dit, aujourd'hui nous avons progressé dans cette connaissance des obligations, nous nous les sommes appropriées. Par contre, la façon dont elles ont été mises en œuvre a un petit peu rebuté les agriculteurs parce que c'était tatillon. Le souhait de simplification, il est important, mais il ne veut pas dire que nous voulons faire moins. Il y a un autre souhait très important, c'est l'harmonisation. Marion Guilloux l'a dit, nous sommes dans un marché unique. Tous les produits circulent. Le pire, c'est que le C de la politique agricole commune soit amoindri. Si les règles communes sont amoindries, ça va dissuader les agriculteurs de faire bien. Pour commercer sur un marché unique, il faut des règles communes. Et puis, maintenant que beaucoup d'agriculteurs ont fait des efforts dans de l'agriculture raisonnée, durable, haute valeur environnementale, pourquoi tout simplement ne pas reconnaître ces démarches, surtout lorsqu'elles sont certifiées, comme démarches équivalentes au verdissement qui est aujourd'hui attendu par la politique agricole commune. Mais la première des durabilités, c'est la durabilité économique qui permet d'avoir la durabilité sociale, mais aussi la durabilité environnementale et la durabilité sanitaire. L'agriculture, avec les moyens nouveaux, peut simplifier la façon d'y répondre. L'agriculture de demain sera durable, évidemment. C'est une obligation pour nous. Il faut qu'elle soit aussi moderne, innovante, qu'on arrête parfois un petit peu l'angélisme et le bucolisme et qu'on assume cette modernité de l'agriculture dans nos bâtiments, dans nos champs, dans nos élevages. Mettre des robots, des capteurs, la digitalisation, c'est synonyme de modernité et de mieux travailler. Ça allège la contrainte intellectuelle et d'enregistrement pour les agriculteurs et ça permet de raisonner plus, d'intervenir mieux et avec beaucoup plus de précision. Donc je crois beaucoup à ce regard vers le futur qu'attendent aujourd'hui les agriculteurs. J'espère que la PAC 2020 sera dans cet esprit-là. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau TV Agri pour ce débat. Et puis, merci à vous.